Et donc, j'invite à me rejoindre le réalisateur de Marina Leda, Louis Séguin. Bienvenue. Merci. Alors, une première question toujours un peu plus générale, banale même, qui concerne justement la ville de Marina Leda, qui est voilà, l'objectif de ce voyage des deux protagonistes. Alors, comment vous avez connu cette ville? Est-ce que vous l'avez visitée plusieurs fois? Est-ce que c'était justement aussi l'envie de découvrir cette ville qui vous a poussé à inventer ces récits? J'en avais entendu parler, moi, voilà, comme de cette sorte d'utopie, parce que donc c'est vraiment un village qui existe vraiment et qui depuis 40 ans est plus ou moins autogéré. En tout cas, il y a vraiment un idéal un peu guévariste du maire. Bon bref, je vais pas détailler, sauf si ça vous intéresse, je le ferai en privé. Mais il y a une page Wikipédia si vous voulez aussi. Bref, en tout cas, tout ça pour dire, non, c'est pas en visitant, d'autant plus qu'en fait, au départ, c'est un scénario qui a été écrit par un ami qui est pas scénariste, qui s'appelle Simon Cornaz, donc, et il a écrit cette histoire à un moment où lui-même a essayé de faire ce trajet en fait. Enfin, il voulait aller à Marinaleda en stop. Donc il a avancé, il lui est arrivé des choses, pas tout à fait le même genre de choses, mais il lui est arrivé des choses à Brive, Tulle, enfin sur cette route. Et arrivé en Espagne, apparemment c'est une mauvaise terre de stop, donc il a plus avancé. Et il s'est retrouvé à dormir sur une plage vers Saragosse et voilà, il était déprimé. Enfin bon, il a compris qu'il n'arriverait pas en stop à Marinaleda et donc il s'est posé dans un café, et il a écrit le scénario. Voilà. Donc en fait, c'est son idée à lui. Et moi, après, ça résonne avec plein de choses qui m'intéressent beaucoup. Enfin voilà. Et lui m'a donné le scénario en me disant que je pouvais le reprendre comme je voulais et le réaliser. Voilà. Et après, en revanche, on est allé à Marinaleda avec les 3 acteurs pour les plans du générique. Et justement, la question de l'utopie convoquée par le film ne concerne pas seulement la destination, mais plutôt une réconfiguration totale aussi des rapports entre les personnes et la relation notamment avec les 3 personnages. Mais donc, voilà, c'était une idée aussi d'utopie, de libération aussi. De libération et puis de communauté, c'est-à-dire Oui. même si c'est à 3 personnes, même à 2. Mais en fait, oui, c'est l'idée que c'est quelque chose de très ténu, c'est juste la relation entre 3 personnes qui arrivent à Former une nouvelle... ouais, voilà, une toute petite communauté, mais c'est-à-dire un équilibre dans les rapports, dans la façon de parler, de discuter, de se comprendre, de se toucher aussi à la fin. Oui, et justement, ça va dans le sens aussi de cette renversement de l'imaginaire du vampire que je trouve très réussi, très intelligent, parce que d'habitude au cinéma, même dans les traitements les plus hybrides qui ont essayé de replonger le vampirisme dans une autre époque, je pense par exemple à Abel Ferrara avec The Addiction ou Jarmusch avec Only Lovers Left Alive, il s'agissait toujours de reprendre la philosophie ou attaché à l'imaginaire du vampire, du romantisme, de la mélancolie du 19e siècle, de la replonger ailleurs. Alors que le film opère, comment dire, une déconstruction radicale de cet imaginaire. Alors sûrement, après, en tout cas, je trouve quand même qu'ils se rattachent un peu, enfin c'est quand même des personnages un peu mélancoliques et qui sont dans une sorte d'errance interminable et enfin voilà, qui connaîtront pas le repos. Enfin, je pense que ça convoque quand même peut-être des éléments de vampirisme traditionnel, je dirais. Mais oui, après, la question, enfin, je trouve que la question centrale, c'est la question de la violence et de l'agressivité, enfin de la prédation. Oui, voilà, ils ne représentent pas une menace pour les autres, par exemple. Alors, il y a je signale quand même qu'il y a Véronique dans la salle. Je sais pas où elle est. Voilà. Voilà, elle est là. Donc, il y a donc cette pauvre conductrice accidentée. Je voulais vous rassurer, elle va bien. Voilà. Donc, oui, ils sont pas complètement, mais voilà, ils attendent quand même que, disons qu'ils ont rien fait pour que ça arrive, ou peut-être, je sais pas. Bon. Bref, il y a Jacques d'ailleurs aussi dans la salle, je signale, et il y a Pauline qui est Lise. Voilà, je sais pas, j'en profite, je fais le tour des gens qui sont là. Et Jacques, qui est le conducteur qui se propose de prendre en stop, voilà, le juillettiste, mélancolique lui aussi.
Inversement, comment dire, ça concerne aussi l'hybridation avec la forme du road movie, par exemple. Ouais, Donc, voilà. de l'en plein air, de la lumière, d'une Ouais. destination vers l'Espagne du Sud. Donc, comment dire, l'objectif les plus, comment dire, opposé par rapport à un imaginaire sombre ou caché lié aux vampires. Ouais, ouais. Alors, ouais, complètement. Ça, c'est sûr que. Alors, ce que je trouvais intéressant, c'était. J'ai oublié ce que j'allais dire. Bon, il y a deux choses, mais il y a déjà le rapport à la nuit, qui, pour moi, est quand même important. C'est-à-dire que la bascule du film, enfin, le moment où les choses se résolvent, c'est quand même la nuit. Enfin, c'est quand même l'espace privilégié. Donc, c'est peut-être en ça que ça reste des vampires traditionnels aussi, parce que c'est là qu'on dit les choses importantes et qui jouent les choses importantes. Ce que je crois, je pense, en fait, par ailleurs. Mais enfin, je veux dire, ça fait partie de l'utopie, en tout cas, que c'est un moment un peu suspendu et un peu. Voilà. Et par ailleurs aussi, voilà, ce que je voulais dire, c'était que enfin, ce que je trouve central aussi dans la figure de vampire qui m'intéressait, c'est simplement la marginalité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est de vivre en dehors de la société et pourquoi pas de recréer une nouvelle société, mais voilà. C'est-à-dire d'avoir un regard extérieur sur la société et voilà. Et sous les présents et donc aussi sous les lieux, on voit parfois dans les espaces, notamment en voyage, du comment, oui, encadrer, prendre le point de vue de quelqu'un de la marge. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Oui. J'aime bien parler, pardon. Je trouve amusant, en fait, votre film, juste sur cette question d'inversion, puisque rares sont les films de vampires drôles, faméliques, un peu bancal, un peu adolescent, un peu attardé dans le corps, non sexués, et qui sont comme des... Voilà, je voulais savoir si c'était aussi une intention dès le scénario d'aller à contre-courant de cette puissance du vampire qui est tellement tellurique, qui embrasse toutes les fureurs sexuelles, entre autres, et de désir de dévoration. Alors que là, voilà, je voulais savoir si c'était une volonté cinéphile d'en faire presque des vampires un peu burlesques. Alors oui, c'est sûr que c'était une volonté que ce soit un peu comique. Ensuite, moi, je les trouve très séduisants, ces deux vampires. Enfin, pour moi, ils sont. Alors, si on les voit sur le bord de la route, ils ont l'air paumés, un peu. Enfin, pas très. Mais dans la dernière scène, notamment, ce que je voulais, c'était. Et même dans la scène de voiture, quand il se met à chanter, pour moi, ils arrivent enfin, ils ont pas grand-chose à faire pour séduire qui ils veulent. Enfin, c'était un peu l'idée que je m'étais fait. Et que dans la dernière scène, en fait, ils changent complètement d'attitude, même corporelle. Notamment sa Stéphanus, qui est le personnage un peu plus burlesque. On a travaillé vraiment sur une façon, une diction, une gestuelle très différente, et qui fait qu'il est plus un personnage burlesque, mais qu'il devient juste un. Moi, je trouve qu'il est séduisant. Après, bon, chacun son avis. Mais il me fait craquer. Moi. Les deux, les trois. Une question sur justement la structure narrative du film, que je trouve très, très intéressante parce que ça répond à des logiques oui, assez inattendues par rapport aussi à la gestion du temps. Voilà, c'est pas seulement un film c'est un film qui change constamment. Il passe du road movie à un huis clos et pour finir finalement sous les génériques, sur un autre régime d'image amateur, mais aussi, je veux dire, en termes de temporalité accordée à chaque partie du film. Par exemple, la partie du huis clos qui prend beaucoup de temps dans l'économie globale du film. Est-ce que c'était aussi l'intention de repenser complètement la gestion de la temporalité d'une manière un peu plus, comment dire, libre, anarchiste même? Est-ce que c'était un peu, voilà, une intention de... Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, enfin, pour moi, il y avait trois parties dans le film. Même une étape du scénario, je les avais numérotées. Enfin, c'était vraiment. Et donc, il y avait la partie de jour, d'errance, de road trip, etc. Et ensuite, il y avait la bascule du soir. Et la deuxième partie, pour moi, c'était vraiment la scène de voiture qui a été tournée en studio et qui est vraiment donc où, pour le coup, on a travaillé vraiment, un peu comme ce que disait Pablo d'ailleurs. Sur la question du réalisme, enfin comment on en sort, comment on joue sur la frontière.
Et donc c'était vraiment une partie qui était très très longue, qui était beaucoup plus longue même que ça. Et la troisième partie dans la maison, voilà. Et c'est vrai que la moitié du film en durée, c'est la dernière scène, à peu près. Elle fait 20 minutes. Et bah, parce que, oui, pour moi, c'est un trajet statique, mais c'est le trajet qu'ils font en parlant simplement. Enfin, Comme séduction aussi de la parole. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, bah, donc en tout cas, c'était pas sciemment déconstruit et anarchiste dans la forme. Enfin, je me suis pas dit comme ça, mais c'était plutôt l'idée ouais, de trouver une correspondance même entre la marche, le road movie et la parole. Enfin, c'est-à-dire le fait d'avancer concrètement, physiquement, et le fait d'avancer dans la dernière scène comme ça par la parole. Et justement, par rapport à la fin, le choix donc de nous montrer l'arrivée à la destination finale à travers un autre régime d'image, donc de embrasser plutôt voilà, une esthétique amateur, documentaire, même hors de la fiction. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ce choix de rupture esthétique? Ben, alors là, c'est vraiment. Je pense que c'est d'abord au départ, il n'était pas prévu de le filmer. Enfin, le film s'est terminé. Voilà. Sur la scène que on voit avant le générique de fin. Voilà. Voilà, et l'idée que Marina Leda, ça restait un objectif pas abstrait, mais en tout cas, voilà, que c'était le nom de l'utopie, mais voilà. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup quand on est au cinéma de manière générale, mais accompagné, enfin, quand on a fait connaissance avec des personnages et qu'on s'est rapproché d'eux, de sortir du film dans cet entre-deux où ils sont à la fois, et ce qui était le cas en fait aussi du tournage, c'est-à-dire qu'on l'a filmé, ils se connaissaient, on était tous devenus amis les trois, enfin entre eux, voilà. Et le fait d'aller filmer ça, d'aller juste effectivement documenter un peu la relation aussi qui s'était créée vraiment pendant le tournage et la préparation, et voilà. Et ouais, de sortir de la fiction aussi. D'en sortir, mais tout en jouant, enfin, montrer que c'est vraiment, il continue à jouer un peu les personnages qui boivent du sang, etc. Mais oui, effectivement, on en sort, et en même temps, on la quitte avec ouais, peut-être un peu de nostalgie, mais en même temps. Mais qui ajoute aussi une dimension encore plus politique, si on veut, parce que ça, comment dire, ça démontre que même en dépassant, comment dire, le cadre strictement fictionnel, ces personnages continuent à exister même au-delà du film et ils habitent vraiment cette utopie possible. C'est ce que j'espère. Enfin, j'espère qu'on se dit ça, ouais, avec ces images. Et par ailleurs, ça me touche souvent les images d'iPhone, enfin l'iPhone tourné je veux dire vraiment les images amateurs où on sent la relation entre la personne qui filme et la personne qui est filmée, tout simplement. Parce qu'il y a une dimension aussi physique de celui qui filme, voilà, qui est beaucoup présente. Ouais, voilà. Merci. Moi, je me demandais comment vous aviez trouvé le ton assez précis et un peu particulier de ces vampires qui les caractérisent tout de suite. Si c'était une recherche avec les comédiens ou si c'était dès le scénario quelque chose que vous aviez envisagé. Au scénario, l'idée c'était vraiment il parlait vraiment, il s'exprimait exactement de la même manière, les deux vampires. Même des fois, je changeais les répliques, je les faisais passer de l'un à l'autre, mais parce que l'idée c'était qu'ils étaient tellement proches et tellement connectés qu'ils avaient presque une seule parole, pour deux, et qu'à la fin, du coup, ce soit une seule parole pour trois. En tout cas, que ça, c'est un peu l'utopie, en tout cas entre eux, ça repose aussi là-dessus, c'est-à-dire la façon de parler, une même façon de parler, disons. Après, l'idée, on a beaucoup répété. On a beaucoup répété quand même. Ouais. Voilà, en tout cas, pour ce qui se fait, j'ai l'impression, dans un cadre comme ça de court-métrage, peut-être, c'était beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup ça, je trouve ça très important de passer vraiment du temps à trouver la musique, la bonne musique. Et donc, effectivement, c'était pas du tout les mêmes enjeux pour les trois. Ils ont trois styles de jeu d'ailleurs très différents. Et ils viennent de trois. Pauline, elle est comédienne de théâtre. Elle a une formation de théâtre. Ce qui fait que. C'est pas la même chose que François et Luc qui ont jamais fait de théâtre. Bref, non, et du coup, ouais. Et alors, le personnage pour lequel c'était. Donc, c'est Stéphanus le Grand.
où c'est la diction la plus artificielle, mais du coup il fallait trouver. Bon, moi ça me plaît. Enfin, j'aime beaucoup ce jeu-là. Mais oui, c'est sûr que c'était du coup. Il fallait même que lui comprenne en fait et s'approprie cette façon de jouer parce que c'est quand même pas très naturel forcément. Voilà. Donc ouais, c'était vraiment une affaire de musique en fait presque, de la façon dont ça sonnait. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous. Et comme pour Pablo, bien sûr, si vous souhaitez discuter avec les réalisateurs, n'hésitez pas à le faire tout au long du festival. Merci.